Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver au compte de cette édition. Bienvenue donc dans ce 22h. Les travaux du projet Guinée Business Forum ont démarré ce mercredi à Conakry. Le ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises qui porte le projet compte ainsi faciliter une action concertée entre secteur public et privé. D'ailleurs, le Premier ministre, à cette occasion, a invité les acteurs à faire mieux dans la création de richesses au bénéfice des populations guinéennes. Sauver des vies, c'est d'abord gagner la lutte contre les faux médicaments en Guinée. Le ministre de la Santé, général Rémi Lama, s'est rendu ce mercredi à la brigade Médicrime. Des instructions fermes ont été données aux agents de cette unité. Il est aussi question de réduire au maximum le nombre de grossistes qui est aujourd'hui à 10. Nous serons ce jeudi dans la ville des Agrumes au compte du grand format. Une immersion dans la vie estudiantine. Les difficultés économiques poussent certains à oublier la raison même de leur présence à Kindia. Mais comment étudier lorsqu'on n'a rien à manger? Restez avec nous. Lancement ce mercredi à Conakry des activités du Guinée Business Forum. Le projet Guinée Business Forum est une plateforme de concertation entre le secteur public et privé guinéen pilotée par le ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. Le Premier ministre, chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie, a exhorté les acteurs concernés à tous les niveaux à faire mieux dans la création de richesses au bénéfice des populations guinéennes. Suivez le compte-rendu d'André Moussi Milimono et de la Minsila. Structurer et animer la concertation entre l'État et le secteur privé, participer à l'élaboration des politiques et stratégies du gouvernement en direction du secteur privé, proposer toute réforme permettant l'amélioration du climat des affaires en Guinée sont entre autres les objectifs de la tenue de cette rencontre. Le gouvernement guinéen, à travers la mise en œuvre de cette plateforme, démontre une fois de plus l'importance qu'il accorde au secteur privé dans le développement de notre pays. Le secteur privé, quant à lui, réaffirme sa ferme volonté de parler désormais d'une seule voix et d'avancer dans une seule et même direction. Le ministère de l'Industrie et des PME, en organisant ce forum, s'attend à des résultats satisfaisants de la part du secteur privé. Au nombre des résultats, la représentativité des acteurs, une synergie d'action entre les organisations, entre autres. Le processus engagé augure de perspectives prometteuses. J'en suis convaincu et certain. Il conduira à des réformes favorables à l'amélioration du climat des affaires et la transformation structurelle escomptée de l'économie guinéenne. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est revenu sur l'inflation qui gangrène l'économie guinéenne, entraînant la hausse du pouvoir d'achat des populations. Il a ensuite mis l'accent sur la création des richesses qui doit, selon lui, être au centre des échanges entre acteurs du secteur public et privé. Nous allons travailler de concert secteur privé et Guinée et pouvoir public pour que nous engagions des réformes en profondeur visant à capturer une part plus importante de la valeur ajoutée ou des valeurs ajoutées nationales créées ici en faveur du secteur privé guinéen. C'est à ce prix que nous pourrons répondre à la demande de plus en plus forte de nos concitoyens. À la suite de ce forum, sera mis en place un organe de concertation du secteur privé guinéen, un programme d'échange entre le secteur privé et une mise en réseau des acteurs. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi à la majorité écrasante des députés un projet de loi du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Ce projet de loi porte sur la création de la commune urbaine de Kassa et de 19 districts en commune rurale. Malik Sangana Kamara pour le compte-rendu. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation face aux élus du peuple. Bourema Kondé
est venu à l'hémicycle expliquer aux députés le projet de loi de son département portant érection des 19 districts en communes rurales et la sous-préfecture de Kassa en commune urbaine. L'adoption de ce projet de loi contribue à promouvoir le développement à la base. Notre volonté de multiplier les circonscriptions dans la normalité, comprenez que plus les pouvoirs sont rapprochés des administrés, mieux ils en tirent profit. D'après le ministre de l'administration du territoire, plusieurs localités voulant changer de statut ont émis la demande. Pour ce faire, précise le ministre, la procédure et les conditions devraient être respectées. Votre besoin d'être sous-préfecture, la lettre commence par Monsieur le sous-préfet. Il a ses premiers éléments d'appréciation qu'il transmet à Monsieur le préfet, qui également, à travers son service préfectoral de développement, fait ses appréciations et remonte à Monsieur le gouverneur. À ce niveau, il y a aussi un niveau de contrôle. Le SERAPO est là et le document nous arrive. Quand il arrive à notre niveau, nous levons une mission. Partout où il y a élection, cette procédure a été respectée. Nous levons une mission du niveau central. Il s'agit d'aller vérifier la conformité de ce que l'on nous remonte avec la réalité sur le terrain. Ce projet de loi, soumis à l'appréciation des députés, a été voté à la majorité. Le groupe parlementaire recommande à cet effet donner la possibilité à tous les districts remplissant les conditions conformément aux dispositions en vigueur d'être érigés en sous-préfecture puis commune pour mieux rapprocher l'administration des administrés. Changer le statut de la zone spéciale de Conakry conformément au code des collectivités. Mettre en place le Haut Conseil des collectivités. Et puis cette information, le Maroc a offert à la Guinée une centrale à gaz de 20 MW. La centrale est destinée à la ville de Kankan qui manque d'électricité. L'information a filtré lors d'une audience entre l'ambassadeur du Maroc en Guinée et le président de l'Assemblée nationale, Mamadou Salouba Al-Senikama. Sur les terrasses désormais très sécurisées de l'Assemblée nationale, il y a eu d'abord l'ambassadeur du Maroc en Guinée, puis le président de l'Assemblée nationale qui arrive d'un pas certain dans la salle des actes. Quelques minutes d'entretien à huis clos, puis une information non des moindres, la réalisation par le Maroc d'une centrale à gaz pour la ville de Kankan. Tous les chefs d'État qui se sont succédés ont bien voulu entretenir ces relations d'amitié et de coopération dans tous les domaines. Et la toute dernière action phare, c'est cette centrale à gaz qui va permettre de résoudre le problème d'électrification de la ville de Kankan. C'est un projet salutaire. 20 MW, c'est la capacité de la centrale qui sera réalisée en 6 mois. Un nouvel acte de solidarité, une nouvelle page qui s'écrit entre la Guinée et le Maroc. C'était un honneur pour moi, bien sûr. Nous avons revu en examen tous les projets qui sont marocains qui sont en Guinée. Et nous avons eu l'occasion, bien sûr, de parler de comment surtout étendre ces relations au niveau parlementaire et comment nous puissions travailler dans l'avenir pour mieux renforcer ces relations. Renforcer leurs relations et aussi œuvrer pour donner au Parlement africain une place dans un monde où on ne parle plus de diplomatie classique. Et les parlements au niveau guinéen, comme marocain, comme africain, ils sont actifs dans le développement de leur pays à tous les niveaux. Donc ils ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux et également nous pouvons travailler de concert pour que le Parlement africain puisse avoir un rôle au niveau des parlements internationaux. Il y a le Maroc qui est maintenant membre de l'Union africaine, il est également membre du PAP, du Parlement panafricain. Et donc nous avons parlé de la coopération que l'on peut avoir dans ce cadre également. Le président de l'Assemblée nationale s'est engagé à consolider davantage les relations entre les deux pays
Avec cette visite et cette nouvelle centrale à gaz qui va voir jour dans 6 mois, le Maroc témoigne une fois de plus son attachement à la Guinée. Depuis le lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier, El Hadj Cellou Dalein Diallo est bloqué en Guinée. Impossible pour lui de sortir du pays. 2 tentatives, toutes empêchées à l'aéroport de Conakry-Bessia. Joint au téléphone ce mercredi dans les grandes gueules sur Espace, le président de l'UFDG parle d'abus de pouvoir et ses avocats souhaitent engager des procédures judiciaires pour qu'il jouisse de ses droits. Le décryptage, c'est avec Ali Badara Kamara. Après l'avoir confiné à son domicile, fermé ses différents sièges, Cellou Dalein Diallo est empêché de sortir de la Guinée. Le premier empêchement remonte aux funérailles de Feu Soumaïla Cissé, l'ancien chef de file de l'opposition malienne. Ce mardi, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée est à nouveau contraint de descendre de l'avion alors qu'il s'apprêtait à représenter le libéral international aux obsèques de Ahmed Bakayoko à Abidjan. Selon lui, un collaborateur du président Alpha Condé aurait informé le président de la République de sa présence dans l'avion. J'ai trouvé un collaborateur d'Alpha Condé dans l'avion, il a dû l'appeler, et Alpha, selon les informations, était dans tout ça, était en colère, il a donné des instructions de ne pas me laisser partir. Cette autre annulation de voyage de l'ancien chef de file de l'opposition guinéenne est intervenue au moment où il avait fini de remplir toutes les formalités. Situation contre laquelle s'insurgent certains alliés de l'UFDG sur le site de nos confrères de Mosaïque Guinée. Ce qui arrive dans notre pays est inédit, parce que les libertés fondamentales et même élémentaires sont aujourd'hui dans un musulman total. Vous vous souvenez que ce n'est pas la première fois que Cellou a été interdit de voyager. Aussi son siège et ses bureaux sont fermés. Donc tous ses droits sont aujourd'hui brimés. Si on pense que c'est comme ça qu'on va gouverner la Guinée, c'est regrettable. En tant que leader politique, nous condamnons ces faits. S'ils veulent inculper Cellou sur n'importe quel plan, qu'on lui notifie cela. Mais l'interdire comme ça, ce n'est pas normal. Les faits dictatoriaux sont visibles depuis un moment. Cellou est en prison même si cela ne se dit pas clairement. Il est interdit de réunion, de manifestation et de voyager. Ses droits sont violés. De l'autre côté, les avocats du président de l'UFDG dénoncent la violation de la liberté de l'homme politique de circuler librement sans contrainte. Selon eux, les procédures judiciaires ont été engagées pour permettre à leurs clients de mieux jouir de ces libertés. Nous comptons user les voies de droit, pour que tous les droits de notre client soient respectés, pour qu'ils soient rétablis dans ce droit. Dans son intervention dans l'émission des Grandes Gueules, Cellou Dalein Diallo a invité ses militants de rester persévérants et la lutte continue. La Guinée renouvelle son engagement dans la promotion, l'inclusion et l'autonomisation des personnes vivant avec le handicap. Avec le soutien de l'OCI, un plan d'action sur le handicap dans les États de l'Organisation de la coopération islamique est sur le point d'être élaboré. Un atelier a été tenu dans ce sens ce mercredi à Conakry. Idrissa Bari et Bakardine Kamara. Selon des estimations des Nations Unies, près de 180 millions de personnes en Afrique vivent actuellement avec un handicap. Ces personnes sont aussi confrontées à de nombreux obstacles pour participer pleinement à la vie sociétale. Conscient de cette réalité, la Guinée est sur le point de se doter d'un programme national sur le handicap qui est désormais reconnu comme une priorité. J'ai l'assurance que le plan d'action soumis à l'appréciation des techniciens du handicap en Guinée fera école. Nous nous emploierons à faire le suivi auprès du secrétariat général de l'OCI pour que le dit plan soit communiqué à l'ensemble des États membres à toute fin utile. Cet atelier d'élaboration du plan d'action sur l'inclusion et l'autonomisation des personnes handicapées s'inscrit dans la mise en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. Le gouvernement guinéen reste déterminé à mettre en œuvre toutes ces recommandations. Nous sommes confiants que des actions durables et inclusives relatives à l'autonomisation de cette couche fragile de la population seront envisagées et soutenues afin de parvenir d'ici à 2030 à satisfaire les attentes en matière d'insertion sociale et de création d'emplois productifs et décents.
Les partenaires techniques et financiers disent être engagés et disponibles à accompagner la Guinée pour réussir l'inclusion et l'autonomisation des personnes handicapées. S'il y a du handicap, il n'y a pas un handicapé. C'est par des données désagrégées et régulièrement actualisées qu'on pourra faciliter la prise de décision par les gouvernants. Enfin, nous devons tous nous employer à prévenir le handicap. De nombreuses causes externes du handicap sont évitables. Désormais, le ministre de la Santé compte faire de l'assainissement du secteur pharmaceutique en Guinée une priorité. Il s'engage à travers la brigade Medicrime à livrer un combat sans merci contre la vente de faux médicaments dans le pays. Ce mercredi, le général Rémi Lama était avec les agents de Medicrime. Il a visité les installations et donné des instructions fermes. C'est un reportage de Mamoudou Boulé-Regalo et d'Aluseni Kamara. Voici les soldats de la lutte contre la vente et la consommation de faux médicaments en Guinée. La brigade Medicrime, le ministre de la Santé l'a défini comme étant un service vital pour la nation. Il faut que les Guinéens cessent de mourir par la consommation de faux médicaments. Et nous y veillerons. Je leur ai dit, vous avez déjà fait des actes, vous n'avez pas besoin des moyens de la part du ministère de la Santé. Et également, il y a certains qui se plaignent de retrouver leurs médicaments dans le marché. C'est le même qui porte le nom, mais qui ne sont pas de bonne qualité, qui ne sont pas les vrais médicaments dont l'importateur a envoyé. Donc toute cette anomalie, situation vont être réglées et je verrai de façon permanente. Puisque le phénomène de la vente de faux médicaments persiste, le ministre de la Santé veut maintenant s'attaquer à la source de production. Il invite les agents du terrain à s'affranchir de la corruption. Les médicaments doivent être manipulés par le professeur, par celui qui l'a appris, par celui qui le connaît. N'est pas pharmacien, n'importe qui. N'est pas vendeur de médicaments. On ne voit pas les médicaments comme des cacahuètes dans la rue, mais vous le voyez dans les plateaux. On se promène toute la journée dans la rue. Wai, on connaît série, on connaît série. On vit aussi de tout le monde. Le secrétaire général des pharmaciens et officines privées de Guinée est content de la démarche du gouvernement. Dr Manizé Collier va même sacrifier sa vie s'il le faut pour soutenir la Medicrime. Je suis un cabri mort. Je suis un cabri mort, ça dit que je suis devant Medicrime. C'est moi qui dois être tué avant n'importe qui. Mais la Guinée va être sauvée. Le pays là va changer. La Guinée sera la locomotive de l'Afrique. Pourquoi pas? Je vous en prie. Les bandits qui étaient parmi nous, c'est terminé. En 35 ans, la Guinée a perdu près de 10 millions de ses fils à cause de la consommation de faux médicaments, selon le secrétaire général des pharmaciens et officines privées de Guinée. Le ministre de la Santé recommande un examen de conscience de part et d'autre pour mettre fin à ces cas de mort inutiles. Le trafic de drogue, ses conséquences ne sont pas que économiques, elles sont aussi d'ordre social. Consommer avec abus la cocaïne, le cannabis et autres stupéfiants entraînent souvent des troubles psychologiques dans les hôpitaux. Ils sont nombreux, des jeunes qui en souffrent. Ce mercredi, notre équipe a fait immersion dans un service d'aide aux jeunes en situation difficile pour cause de la consommation de ces stupéfiants en Guinée. Suivez le reportage de Djena Bangoura et de Mohamed Aluseni Kamara. La consommation des stupéfiants est considérée par de nombreux consommateurs comme un moyen d'avoir leur dépendance, ignorant carrément les retombées. Ce jeune est une parfaite illustration. Par curiosité, il a découvert la drogue. Une découverte qui a tourné au pire pour lui. Peut-être si je prends, j'aurai des séances négatives. J'ai varié, j'ai crié aussi. Après 2 semaines d'hospitalisation dans ce service d'aide des jeunes en situation difficile par la drogue en Guinée, M. X a fait une prise de conscience. Ils n'ont qu'à arrêter totalement parce que ce n'est pas bon. Ça fatigue les hommes, ça fatigue, ça donne de mauvaises choses dans la tête.
Bon, moi, donc, quand même, j'ai laissé et je conseille aussi mes amis de laisser, d'abandonner. La consommation de la drogue, comme de la cocaïne, le cannabis et d'autres stupéfiants, n'a nullement d'avantage pour l'homme, précise ce médecin. La consommation de la drogue n'a aucun effet positif chez l'homme. Aucun effet positif. À plus forte raison, ceux qui consomment la drogue actuellement, ce sont des personnes qui développent davantage le VIH, l'hépatite B. Ça aussi, ce sont des pathologies de santé publique. Et la prise en charge de ces pathologies est très très coûteuse. Dans ce centre, le résultat ne se donne pas au hasard. Tout se passe comme le métier l'indique. Nous avons des réactifs au sein du laboratoire qui nous permettent de dépister 10 drogues. À travers l'urine fraîchement prélevée sur un patient, nous prenons notre réactif contenant les 10 drogues, nous plongeons après quelques 5 minutes, nous comparons, c'est une comparaison. Si la personne avait menti qui ne prend pas de la drogue, nous ne sommes pas des magiciens pour voir le visage de quelqu'un pour dire que lui il prend telle drogue. C'est à travers ce réactif qui nous permettront de dire que tel prend du cannabis, tel prend de la cocaïne, tel prend de l'amphétamine. Depuis 2018, cette structure se bat pour le bonheur des Guinéens en situation difficile. Ici, on retrouve tous les genres. Certains sont même enfermés dans des pièces suite à leur agissement. Néanmoins, ils sortent satisfaits. À nos jours, aujourd'hui, nous avons pu aider 165 jeunes qui étaient en situation difficile par la drogue, composés des jeunes, des filles et femmes, et, comment je vais dire ça, et des jeunes dames et hommes, et dont l'âge varie de 25 à 45 ans. Avec leur calendrier de prévention, de traitement et de l'insertion professionnelle des jeunes, cette ONG tend la main à l'État et aux partenaires en vue de soigner tous les jeunes qui se dirigeront vers ce service. Le PDG d'Edacom est porté disparu. Tcherno Mamadou Dansoko, puisqu'il s'agit de lui, était dans sa résidence de Kipé quand un groupe d'assaillants a fait irruption chez lui. Pour l'heure, il n'existe qu'un seul témoin, le gardien. La famille, sous le choc, a alerté les officiers de police judiciaire. Cependant, plusieurs questions restent en suspens. Alseni Bari. L'opérateur économique Tcherno Mamadou Dansoko a été enlevé ce mardi aux environs de 20h, à en croire son frère. Selon Kola Dansoko, il a été informé par l'assistante du PDG d'Edacom après le départ des assaillants. Le seul témoin de l'arrivée et du départ des assaillants, c'est le gardien. Il dit que c'est quelqu'un qui est venu toquer doucement à la porte et du coup, il a ouvert pour voir c'était qui et automatiquement, ils ont braqué une arme sur lui. Ils ont deux fois poussé la porte, ils sont rentrés et ils ont donné un coup de pied au ventre. Donc, il a essayé de fuir et ils sont rentrés le cueillir et ils sont partis maintenant. À la sortie, ils ont fait quelques tirs de sommation et ils se sont échappés. Après le départ des assaillants, un pistolet, un chargeur d'une arme PMAK et un super paralysant sont retrouvés sur les lieux. Cependant, pour l'heure, il n'est pas possible de savoir si ce sont des bandits ou des forces de défense ou de sécurité qui sont à l'origine de cet acte. Quand on sait que plusieurs citoyens sont interpellés par les forces de l'ordre, sans mandat ni convocation parfois. Nous sommes en contact avec le service de police et la section de recherche équipée. De ce côté, on ne vous a rien dit pour l'instant, la section de recherche de Kipé du côté de la police, parce que vous dites que vous êtes en contact. On ne vous a rien dit pour l'instant? Pour l'instant, rien. D'accord. Cet enlèvement de Dansoko vient s'ajouter à bien d'autres, comme celui d'Elhadj Doura, qui a été retrouvé mort. Dans ce reportage, nous avons voulu rencontrer face caméra le frère de la victime pour en savoir plus, mais ce manque de temps ne nous a pas permis. Le comité de pilotage du projet Founiké, entrepreneurs sociaux pour la paix, s'est tenu ce mercredi à Conakry. Il est question de se pencher sur la mise en œuvre du plan d'action de ce projet qui contribue à la consolidation de la paix en Guinée. Les participants vont aussi faire un état des lieux de l'avancement du projet depuis juin 2020. Mohamed Valek Touré, Aboubakar Din Kamara. Le projet Founiké, entrepreneurs sociaux pour la paix, est une initiative pilotée par Search for Common Ground, financée par le Fonds de consolidation de la paix à hauteur d'1 500 000 $.
Il vise à renforcer le leadership et l'impact des jeunes dans la prévention des conflits en contribuant à un environnement plus favorable dans la paix. Sa durée est de 18 mois. À cette seconde réunion du comité de pilotage, les participants font un état des lieux des activités déjà réalisées. Nous avons formé les jeunes à travers le rapport d'analyse des conflits. Nous avons les critères de localité et que les initiatives ont trait, n'est-ce pas, à la consolidation de la paix et que les initiatives soient pilotées par des jeunes qui ont participé à l'analyse participative des conflits. Comme le projet est pertinent et innovant, de voir comment pérenniser le projet en consolidant déjà les acquis. Et puis pour pouvoir continuer ce projet et l'étendre sur toute la Guinée. Discuter des orientations stratégiques et des choix opérationnels du projet en prenant en compte l'évolution du contexte sont entre autres le but de ce comité de pilotage. C'est un projet catalytique, donc un projet innovant qui va impacter les jeunes aussi bien au niveau de l'entrepreneuriat social qu'au niveau de la préservation de la paix en Guinée. Donc mes attentes, c'est que le projet puisse aller de l'avant, donc atteindre ses objectifs et aller au-delà. À l'issue de cette réunion du comité, le plan annuel de travail va être validé et des recommandations vont être formulées. Ils sont un et indivisible. Il s'agit de Dimedi Slam, deux jeunes étudiants qui évoluent dans le slam depuis 5 ans. Ils déclament leurs textes à l'unisson. Ensemble, ils ont remporté toutes les compétitions auxquelles ils ont participé. Ils ont répondu aux questions de nos reporters Fatoumata Bintabari et Lamine Silla. Dimedi Slam, c'est nous deux. On assume. Sans être frères de mère, on est des frères de vie. Dimedi Slam, c'est une paire. On est des frères de rêve, des frères de scène, des frères de toutes les envies. Pour une passion commune, on est deux personnes communes. DM et EOB, ils sont étudiants âgés respectivement de 21 et 20 ans. Ce qui les unit, c'est leur passion pour la poésie. On a découvert le slam avec J'articule, un club de slam qui est là, qui organisait le concours interscolaire de slam. On était encore au lycée et donc ils sont passés dans notre lycée Sophia Paul. Ils ont fait des textes de slam qu'on a aimés après. On a participé au concours qu'on a remporté. C'est comme ça que c'est parti. Dimedi Slam est le fruit d'une amitié de 11 ans. Ces jeunes étaient dans la troupe de théâtre Robelli jusqu'à la découverte de la poésie. Ils ont donc décidé de faire le slam. Le duo déclame les textes de façon particulière. Quand j'ai écrit mon premier texte, il l'a aussi maîtrisé et quand je le faisais, il l'a fait avec moi, tu vois. Donc du coup, ça fait qu'on l'a fait ensemble de façon très synchronisée. Donc on a continué à écrire des textes, à les travailler. C'est le fruit d'un travail et d'une amitié de longue date. En fait, au-delà de tout ça, il y a vraiment une préparation derrière. Même si on est super synchro par moment. Leur complicité leur a fait remporter toutes les compétitions auxquelles ils ont participé. On a participé à 2 éditions du concours interscolaire organisé par J'articule. Et après, on a participé au championnat national de slam. C'était en 2018. Et on a remporté tout. Le slam fascine ces jeunes pour la liberté. Surtout ça, la liberté. En fait, dans le slam, on peut faire absolument tout ce qu'on a envie de faire, dire ce qu'on a envie de dire. Ces jeunes prévoient plusieurs surprises pour leurs fans. Ils préparent également un spectacle et un album. Je suis la veine, il est le sang, je suis la peine, il est l'élément, l'amant de ma folie, le père de mon gosse, il est les paroles, et moi la force. Coup d'envoi ce mercredi matin à Conakry d'un stage de perfectionnement destiné au cadre de la Fédération guinéenne de badminton. C'est l'Académie olympique qui abrite cette formation qui va s'étendre sur 10 jours. 3e du genre depuis 2018, ce stage de perfectionnement vise à renforcer les capacités des arbitres et entraîneurs. C'est un reportage de Mamadou Boyeba et d'Ibrahima Sori Kamara rendu en studio par Justin Leno. Le badminton est une discipline sportive peu connue en Guinée. Avec seulement 4 ans d'existence, l'heure est à la vulgarisation. Pour y arriver, il faut passer par la formation, estime le président de la fédération. Pour le développer, pour le faire connaître aux populations et aux jeunes et à tous les athlètes, à tous les sportifs,
Il faut des personnes ressources qui sont capables d'aller vers les populations et de vulgariser ce sport. Nous sommes convaincus que la formation, c'est la clé de la réussite dans tous les domaines. Comme par le passé, la fédération s'est tournée vers cet expert togolais pour assurer cette formation. Il revient ici sur les thèmes qui seront développés. Les prises de raquettes, comment se déplacer efficacement et les rôles et responsabilités de l'entraîneur. Et il y a un autre volet qu'on va voir, ce serait le côté psychologique de l'entraînement. Pour gagner un point en badminton, l'objectif, c'est de faire tomber le volant dans le camp de l'adversaire ou le pousser à commettre une faute. Parmi la vingtaine de cadres qui sont en train de suivre cette formation, 8 sont venus des régions. L'objectif vise à vulgariser aussi la discipline à l'intérieur du pays. Au terme du stage, ils vont retourner dans leurs régions respectives avec la mission d'aller, n'est-ce pas, développer ce sport à l'intérieur du pays. Nous essaierons de les doter d'un minimum de moyens en termes de matériel, raquettes, volants et filets. Pour l'heure, la Fédération guinéenne de badminton, comme plusieurs autres, fait face au manque d'infrastructures. Mais il y a de belles perspectives en vue, selon son président. Mais puisque, heureusement, on est en train de développer Air Badminton, ça veut dire que partout, désormais, on pourra jouer ce sport avec un équipement adéquat. Place à présent au grand format du jour. Des étudiants de l'université de Kindia mènent une vie assez difficile. Il suffit de passer du temps avec eux pour s'en rendre compte. Ceux qui n'ont aucun parent dans cette ville des agrumes n'ont pas le choix que de mettre de côté les cours et chercher comment mettre quelque chose sur la langue. Malik Senghana Kamara et Mohamed Alousseni Kamara signent ce grand format. Suivi. Chaque année, l'université de Kindia accueille des centaines d'étudiants après l'orientation des bacheliers. Ces étudiants viennent de différentes villes et régions du pays à la quête du savoir. Orientés sur la base des notes obtenues ou du choix effectué, beaucoup parmi eux n'ont pas de parents ici qui peuvent les aider à surmonter certaines difficultés. Depuis la suppression du campus dans les universités guinéennes, les étudiants de Foulaya, comme ailleurs dans le pays, sont obligés de se trouver des logements privés dans les quartiers. Il n'y a pas de doctorat, il n'y a pas de bus. On doit payer le logement. Moi, par exemple, je paye mon loyer à 150 000 francs. Voyons, imaginons que maintenant, la personne réellement qui n'a rien, dont la famille, il faut aller travailler durement le matin pour venir manger le soir. Donc la personne ne peut pas étudier. Aux alentours de l'université de Kindia, des habitations de quelques étudiants. Pour s'enquérir de leur quotidien, nous effectuons une visite inopinée dans la cité Samilia. Ici sont logés des étudiants dont les parents ont des revenus, leur permettant de payer la chambre à coucher à 100 ou 150 000 francs guinéens. Des amis de promotion s'associent pour se partager des dépenses mensuelles. Entre eux, c'est toute une organisation. Avec ces groupes d'étudiants, la cuisine se fait à tour de rôle. Le cuisinier du jour a l'obligation d'être un véritable cordon bleu pour faire bien manger ses amis. C'est la vie estudiantine à Kindia. Racontant beaucoup de quotidiens de difficultés ici à Kindia. Pas seulement moi, mais seulement avec mes collègues. On partage tout ensemble ici et à la souffrance aussi. Et nous demandons l'État de venir secourir et aide pour nous. La faim, elle fait partie du quotidien de ces étudiants de Foulaya. Surtout pour ceux qui ne vivent pas avec leurs parents ou au moins un tuteur. Il faut être initié à leur langage lorsqu'ils sont en train de parler de la faim. Les chiffres 100, 101, 111 sont des codes qui ont bien des significations pour eux. En tant que code 101, le 100 est là si tu manges le matin, sauf la nuit que tu vas manger. Le 100 aussi, tu manges qu'une seule fois la journée, soit le matin, ou bien la nuit, ou bien la journée. Le 111, c'est rarement qu'on
qu'on utilise le code là, dimanche matin, midi et soir. Mais presque tous les étudiants utilisent le code 100, une seule fois la journée. S'il n'y a pas, il n'y a pas. On fait le code 00. Des fois, je me lève, je reste jusqu'à 12h, 13h. Des fois, je passe toute la journée sans déjeuner. On est même habitué. Décrocher un emploi parallèle aux études à Kindia n'est pas chose aisée, confie cet étudiant. La conduite des mototaxis, qui est l'activité la plus pratiquée par certains, ne se fait pas, sans risque. Bon, à part l'université, il n'y a pas d'autres activités. Ici, il n'y a que des bélins qui fonctionnent. Et là-bas, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de travailler là-bas. Et ici, pour débrouiller autrement, il faut être motard. Et ça, si tu n'as pas de moto, comment est-ce que tu peux être un motard? Et ça aussi, il y a beaucoup de dangers. Souvent, on tue les motards, et on récupère leurs motos. Il y a le banditisme et tout ça, tu vois. Tous les moyens sont bons pour cet autre afin de vivre et chercher à alléger la charge des parents. Sans complexe, il fait de la coiffure. Avec cette activité, il parvient à se faire un peu d'argent. Mon ami est venu me voir pour que je le fasse coiffer. Et des fois, c'est dans ça que je m'en sors. Quand je n'ai rien à faire et que je n'ai pas cours, et que s'il y a des personnes ou des clients qui désirent être coiffés, ils peuvent venir, je vais les faire coiffer afin que je puisse au moins satisfaire mes besoins à partir de ça. Il y a des problèmes de transport qui s'opposent. Et aussi, il y a le problème de logement, et aussi il y a le prix de brochures. Donc, on peut dire que tout est cher ici à Kindia. Donc, si tu n'as pas une activité pour travailler, pour t'en sortir, ça sera un peu difficile pour toi. Donc, ici, il faut que tu aies au moins une activité qui peut t'aider. Que font les étudiantes confrontées aux mêmes difficultés pour joindre les deux bouts? L'assistance des parents est sollicitée. Des petits commerces sont exercés pour éponger le mois. Moi-même, je me débrouille des fois. Qu'est-ce que vous faites? Bon, après les écoles, je revendais des chaussures, friperies. Donc ma grand-sœur m'envoyait cela. Moi-même, je me débrouillais là-bas pour ne pas rester comme ça, assise ou passer la journée couchée sans rien faire. Donc pour décharger au moins les parents, donc j'ai fait un peu de commerce. Elles sont celles qui ont assez de besoins à satisfaire, contrairement aux hommes. L'achat des produits cosmétiques, des parures pour bien paraître, des brochures et d'autres accessoires qui demandent des moyens. À la limite de la possibilité des parents, certaines étudiantes sont contraintes à la prostitution. Moi, je me dirais suivre 3 ou 4 ou 5 mecs, c'est une partie se prostituer, mais d'une autre façon. Ça se passe à l'université de Kindia, oui. Plein de filles même le font, oui. La galère, la faim, le retard de la bourse d'entretien, la nostalgie des parents, autant de souffrances et de difficultés auxquelles ils font face, ces étudiants doivent endurer 3 ans de leur cursus académique pour obtenir la licence fondamentale. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à la rédaction. Portez-vous bien. On se retrouve demain dans cette même édition. Bonne soirée ou bon réveil.